Bonsoir à tous et Shavuot Tov à tous les fidèles de Midreshet Yehuda Manito. On est très content de retrouver Eliezer Charodotsky et tu continues à nous parler non pas d'Oslo mais de l'alternative à Oslo. Nechaot. Effectivement, shalom, shalom. J'ai pensé effectivement que la dernière fois, on a juste posé les bases sur l'alternative, grâce à l'initiative qui a été lancée par Donald Trump sur l'émigration des Gazaouis et comme véritable alternative. Maintenant, je voudrais reprendre un peu notre propos en, en rappelant tout d'abord ce dont on a parlé. Première chose, on a dit que le sionisme euh, était perçu dès le début et tout le long de son évolution, de notre évolution, comme la solution du problème juif. On va y revenir à la fin, mais c'est avant tout la solution du problème du peuple juif. Euh, euh, comment était vue la solution? Un État pour un peuple, avec des minorités, d'autres peuples, mais un État pour un peuple avec des frontières qui vont du Litanie au nord, c'est-à-dire 20 kilomètres au minimum au nord des frontières actuelles d'Israël, le rail du Hejaz, c'est-à-dire une trentaine de kilomètres à l'est du Jourdain comme frontière est, et pour frontière sud, eh bien, de Rafiah jusqu'à Eilat. C'est ainsi que étaient présentées les frontières désirées de l'État juif à la conférence de Paris après la Première Guerre mondiale. C'est ainsi que c'était formulé par Herzl, c'est ainsi que c'était formulé par Aronson, Shmuel Tolkovsky, etc. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, alors si c'est comme ça, alors on se posait la question, mais attendez, mais quand est-ce que naît l'option de deux États? Eh bien, l'option de deux États, elle naît avec la commission Peel britannique, formée en 1937, printemps 1937, après les émeutes, les pogroms arabes de 1936-37, et qui a été acceptée par la majorité de l'organisation sioniste, pas par tous. Jabotinsky n'a pas accepté, Menachem Ussishkin n'a pas accepté, mais Ben Gurion, Weizmann, Katzenelson, etc., en serrant un peu les dents, en grinçant, ils ont dit, bon, on doit accepter. Pourquoi? Eh bien, la raison essentielle, c'était pour sauver les Juifs d'Europe, menacés par la puissance de l'Allemagne nazie qui allait en croissant. Mais, cela dit, même la commission Peel, même Lord Peel disait que la condition des deux États, eh bien, c'est le transfert. Et lui, il parlait du transfert d'au moins 300 000 Arabes des terres qui étaient destinées à devenir le territoire de l'État juif. C'est-à-dire que la condition de deux États, eh bien, c'était la nécessité du transfert. Maintenant, on a vu que bon, les Arabes ont refusé tout ça et quand même, le transfert est resté à l'ordre du jour. Mais quand est-ce qu'il est resté pas seulement à l'ordre du jour, mais quand est-ce qu'il il devenait réalisable et même réalisé et mis en œuvre? Eh bien, cela demandait deux questions, deux conditions. La première, eh bien, que ça doit être un état de guerre. L'état de paix ne permet pas de mettre en œuvre une initiative et un plan d'une telle envergure. Deuxième chose, il fallait qu'il y ait aussi le soutien d'une superpuissance. Dans notre cas, c'était la Grande-Bretagne en 37. En 48, eh bien, les Arabes ont refusé, ils ont déclenché la guerre. Et même si la Grande-Bretagne, eh bien, mais elle s'opposait à la mise à la porte des Arabes, mais par la force de la guerre, eh bien, c'est les Arabes qui ont pris la porte et qui sont partis en fuite. On va y revenir.
Maintenant, ça c'est pour le rappel, bref rappel de ce qui s'est passé, de ce dont on a parlé il y a 2 semaines. Maintenant, je voudrais consacrer notre rencontre aujourd'hui à des questions qu'on n'a pas pu aborder la dernière fois. Et c'est surtout des questions sur qu'est-ce qu'on pensait le Yishuv et les dirigeants du Yishuv, essentiellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quels sont les cas de transfert de masse qu'on connaît au XXe siècle? Transfert de population. Troisième chose, on va essayer de mettre tout cela ensemble et essayer de voir au niveau moral, éthique, idéologique, comment organiser tout cela. Pourquoi? Parce que tout ce dont on a parlé, les deux questions qu'il doit y avoir un soutien international minimum ou d'une superpuissance, qu'il doit y avoir guerre ou pogrom, etc., eh bien, ces deux questions, elles souffrent d'une faiblesse, d'une grande faiblesse. C'est quoi? C'est qu'elles sont toutes deux d'ordre pragmatique, pratique. Il y a la guerre, bon, alors il n'y a pas le choix, on doit les mettre à la porte. Mais ce n'est pas moral. Il y a un soutien d'une superpuissance. Mais si une superpuissance nous soutient, ça ne rend pas cela légitime, fondé au niveau éthique, au niveau juif, au niveau, je ne sais pas, au niveau des valeurs humaines. Donc maintenant, c'est-à-dire que c'est un projet qui peut marcher, mais uniquement sur un plan pratique. Il manque de fondement moral. Et c'est de cela que je voudrais qu'on traite. Et pour cela, je voudrais donner quelques citations. On va voir. Attendez, je vais partager. Voilà. Merci de me rendre partageable. Voilà. Regardez. Attendez, je vais augmenter ça pour que vous puissiez lire de manière plus facile. Regarde. Comme ça. C'est ça. Ça, c'est Shai Agnon, le fameux écrivain israélien qui, après 1929, écrit à son éditeur, qui est nul autre que Shoken. Il lui écrit la chose suivante. Il faut savoir que Shai Agnon, où est-ce qu'il habite? Il habite à Talpiot Mizrach. Aujourd'hui, c'est Arnona. Il y a là-bas le musée Shai Agnon, près de la synagogue Shai Agnon, Rehov Beitar, Leib Yafe. Donc, il est très proche de la population arabe et c'est comme ça qu'il s'exprime. Depuis les pogroms, ma relation avec les Arabes a changé. Aujourd'hui, ma relation est la suivante. Je ne les déteste pas et je ne les aime pas. Ce que je demande, c'est de ne pas voir leur visage, c'est de ne plus les voir. Ani lo rotze lirot et pneihem. Nekuda. C'est ainsi que s'exprime Agnon. Donc, ce qu'il faut, c'est séparation. Éloigner les Arabes de la population juive. Maintenant, une autre personne qui est, contrairement à Shai Agnon, était parmi les membres éminents de l'organisation pacifiste Brit Shalom, menée par les professeurs et constituée par les professeurs juifs uniquement de l'université hébraïque, à savoir Gershom Shalom. Qu'est-ce qu'il dit? Le désir des Juifs de rechercher la paix avec les Arabes, ça servira à la population morale. Bon, on passe là. Maintenant, j'arrive à la citation. Il dit les deux dernières lignes de ce paragraphe. Dans son livre Dvarim Bego, il dit la chose suivante. Il est possible que cette association, à savoir Brit Shalom, celle qui prônait un État binational
celles qui prônaient la cause arabe, la cause de la minorité arabe, etc., et qui refusaient le droit de la majorité, bon, toutes ces choses-là, eh bien, il y a chose suivante. Il est possible que cette association se soit trompée dans sa politique à l'époque. Maza à l'époque, 29, 36, 37. Il se peut qu'elle soit trompée, mais je crois avec une foi totale qu'elle ne s'est pas trompée dans son humanisme. Cette citation a été amenée par professeur Mordechai Nissan et il l'a commenté dans les termes du Kuzari. Dans les termes du Kuzari qui disent oui, 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 tes intentions sont très bonnes, mais tes actions à la panim. C'est-à-dire, il y a ici une faute un peu primaire de Raboubik. Tes idées ne sont pas adaptées à la réalité, ou la réalité plutôt n'est pas adaptée à tes idées. Il faut peut-être revoir tes idées, mais en tous les cas, ce qu'on voit ici, eh bien, c'est une certaine dualité entre, d'un côté, la nécessité pratique de mettre à la porte une population arabe hostile, cruelle et antisioniste, et d'un autre côté, la réticence idéologique et morale de la population juive. Eh bien, cette dualité, il faut le dire, elle est caractéristique de plus d'un siècle d'histoire sioniste. Plus d'un siècle maintenant, plus d'un siècle, un siècle et demi bientôt d'histoire sioniste qui nous disent que d'un côté, on ne peut pas vivre à leur côté, on ne peut pas se fier à eux. Regardez ce qui s'est passé à Hebron en 1929, regardez ce qui s'est passé maintenant en 2023 avec les yishuvim et les kibbutzim autour de Gaza, etc. Peu importe les efforts qu'on consentira pour la paix, la coexistence, le bon entendement, etc., cela ne garantit en rien et jamais la coexistence, la paix et la bonne entente. Au contraire. Okay? Et donc là, avec cette dualité comme fond, de notre discours, je propose qu'on le, comment dire, qu'on l'illustre un peu. Le premier à en parler, à vrai dire, pas le premier. Il y avait déjà des gens de la première Aliyah, comme Smilansky et d'autres qui en parlaient, mais on ne va pas tous les citer. Venez, on cite d'abord Herzl dans son journal du 12 juin 1895, environ 2 ans avant la tenue du premier congrès sioniste. Herzl révélait secrètement un plan concernant les Arabes. Entre parenthèses, c'est intéressant de le voir parce que tout le monde l'accuse, Herzl, d'être un idéaliste naïf qui n'a jamais considéré le problème arabe, qui pensait qu'il sera résolu de manière amicale, économique, etc. Eh bien non, on voit qu'il voyait, il voyait le problème. Et il dit, nous essaierons de pousser la population démunie, à savoir la population arabe, à travers la frontière en lui procurant du travail dans les pays de transit, tout en ne lui fournissant aucun travail dans notre pays. Ça, c'est, on peut dire, la vision herzlienne de la mitzvah, lo techonem, lo titen laem chanaya. Tu ne leur donneras pas prise, nulle prise, dans notre pays. À savoir, tu ne leur donneras pas d'emploi, tu n'encourageras pas
leur embauche, tu achèteras pas chez eux telle ou telle chose, etc., etc. Okay? Et c'est ainsi que Herzl voit, c'est-à-dire, il voit, encore une fois, on voit que Herzl, pour la solution, eh bien, elle doit être d'ordre économique, d'ordre de encourager l'émigration. Bon, maintenant, allons plus loin et voyons le Premier ministre, et même avant, bien avant d'être Premier ministre, le premier, la personne qui est arrivée au pouvoir, encore de l'agence juive, Sochnut, avec le parti Mapai, fondé en 1930, qui a très vite pris la majorité, eh bien, c'est David Ben Gurion. Et là, euh, avant de citer, ce qui est écrit ici, eh bien, je voudrais dire autre chose, des cas de figure qui se sont produits durant la guerre d'indépendance. Dans la guerre d'indépendance, il y a eu ce qu'on appelle Tochnit Dalet, le plan D. Le plan D qui disait la chose suivante. D'après ce plan, une liberté d'action totale était accordée à la Haganah, ensuite à Tzahal, d'expulser, détruire, conquérir les villages et localités arabes. Pourquoi? Pour assurer la maîtrise des réseaux routiers, des terres, des points stratégiques, de la viabilité du futur État juif. C'est-à-dire que lorsqu'il y a combat autour de Ramat Yochanan, dans le nord, eh bien, ordre est donné aux forces armées de faire tout ce qui est nécessaire, y compris expulser les Arabes, pour s'emparer des lieux. Est-ce qu'il y avait un ordre explicite disant que chaque ville où vous arrivez, première chose, vous mettez les Arabes à la porte? Non, ce n'était pas dit formulé de cette manière, mais on vous laisse, Haverim, on vous laisse, vous compreniez la situation mieux que nous, vous êtes sur place, s'il y a nécessité d'expulsion, eh bien vous expulsez. Quand est-ce que cette politique a été mise en œuvre, a commencé à être mise en œuvre? Eh bien, avec l'opération Narshon. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'opération Narshon? C'était une opération lancée en avril, début avril 1948, pour libérer le couloir de Jérusalem. Et là-bas, il y avait plein de villages arabes très grands. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le village, un lieu qui s'appelle Beit Meir. Beit Meir, maintenant, est construit sur un village arabe qui comptait à l'époque 4-5 000 habitants. Des habitants très hostiles qui participaient aux attaques contre les convois, qui les attaquaient, qui les pillaient, qui tuaient les Juifs là-bas. Eh bien, le Palmar, la Khativat Arel, la brigade Arel, la Khativa Sheva, etc., ils ont mis les habitants de ce village arabe, de cette localité arabe, à la porte. Le 5 avril, on a fait exploser
les quartiers généraux de Hassan Salameh, un des trois commandants arabes avant mai 48 et qui se trouvait à Ramleh. Une bonne partie des Arabes prennent la route. Le 9 avril 1948, eh bien, c'est Dir Yassin, où contrairement à ce qu'on aime nous raconter, eh bien, c'était un combat entre Etzel, Lehi, il y avait aussi la Haganah qui devait y participer, et les forces arabes qui habitaient dans ce qui est aujourd'hui le quartier Givat Shaoul de Jérusalem, et regarde, je vais cesser le partage pour qu'on se voit un peu, ensuite je vais y revenir. Et c'était pas, comment dire, c'était pas un pogrom, comme beaucoup veulent le présenter. Il y a tout un livre qui a été écrit à ce sujet. Je vais vous le montrer si je l'ai sous la main. Voilà, il y a tout un livre qui a été écrit par Eliezer Tauber qui s'appelle Dir Yassin, Sof Amitus. Dir Yassin, la fin du mythe. Voilà. Dir Yassin, la fin du mythe. Vous pouvez, il est un livre très bon, très précis. Maintenant, à Dir Yassin, contrairement aux accusations qui parlent de centaines de morts de civils, de femmes, d'enfants, etc., eh bien, il y a eu, d'après Benny Morris, ici, 1948, donc il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. Voilà. Ken, qui dit qu'il y a eu entre 100 et 120 morts. La plupart, c'était des gens armés, des hommes armés. C'était un village aussi très hostile, un village qui attaquait les convois juifs, les habitants juifs de Jérusalem, etc. Mais, cela dit, après Dir Yassin, eh bien, il y a eu toute une campagne médiatique arabe qui parlait de Dir Yassin comme un massacre. Pourquoi? Pour mobiliser les masses. Le but de cette accusation presque de meurtre rituel, ou équivalent d'accusation de meurtre rituel, eh bien, c'était de mobiliser les masses arabes. Mais quels en étaient les effets? Les faits étaient exactement inverses. Les Arabes ont pris la fuite. Les Arabes de Haïfa ont pris la fuite, de Dir Yassin ont pris la fuite, les Arabes de Jérusalem, beaucoup de quartiers ont pris la fuite. Ça a eu exactement l'effet inverse de partout. De partout. Maintenant, encore un peu plus tard, il y a l'opération de, comment dire, Ral-Ra, je sais, regarde, de libération de Ramallah, Latroun, Lod et Ramla, Ral-Ral, Ral-Ral, quelque chose comme ça, peu importe. Le premier volet avec Ramallah et Latroun, ça n'a pas marché, mais à Lod et à Ramleh, ça a marché. Après que ça les conquis, Lod, en juillet, Ben Gurion a examiné la situation de près. Avec un geste vif de la main, il a indiqué au commandant de Tzal, Yigal Allon et Moshe Dayan, d'expulser les habitants arabes. Des rumeurs sur les atrocités et la crainte de vivre sous un régime juif, ainsi que l'attente que finalement une victoire arabe générale viendrait, ont créé une réalité de fuite, expulsion des Arabes. C'est-à-dire, vous avez près de 60 000 Arabes, si je ne me trompe pas, qui ont quitté Lod et Ramleh. Dans chacune des villes, 1 millier sont restés. Même chose s'est passé dans la plus grande ville arabe en Eretz Israël. C'était quoi? C'était Yafo.
avec les attaques du Hetzel, l'opération Hametz pendant Pessah de 1948, eh bien, malgré l'intervention britannique, eh bien, vous avez près de 75 000 Arabes qui ont pris la fuite. Beaucoup sont arrivés à Gaza et on les retrouve aujourd'hui à Gaza. Donc, ils ont fait une pause de 76 ans. Maintenant, ils peuvent reprendre la route. Okay? Mais on voit que Ben Gurion aussi, il donne pas un ordre explicite. C'est un ordre qui est le résultat de la nécessité pour garantir la vivabilité, la survie et l'émergence d'un État juif. Vous ne pouvez pas être un État juif avec 70% d'Arabes. Ça ne marche pas comme ça. 70% d'Arabes, c'était le nombre d'Arabes qu'il y avait en Eretz Israël en 1947. Okay? Maintenant, regardez, on continue. Berl Katzenelson, le partenaire de Ben Gurion, est considéré comme la conscience, le rabbin du mouvement ouvrier, a expliqué en août 1937, je rappelle, c'est la commission Peel, que le transfert est la meilleure des solutions. Cela doit se réaliser un jour. Il a précisé que son intention ne concernait pas Shrem, c'est-à-dire d'expulser les Arabes à Shrem, mais la Syrie, l'Irak, okay, plus loin. Chaim Weizmann, un sioniste modéré, dans les méandres de la politique, s'est opposé au transfert. Mais quel transfert? Transfert forcé. Okay? Il a écrit en janvier 1942, ajoutant que les musulmans préféreraient émigrer plutôt que de vivre sous un régime juif infidèle, entre guillemets. Moshe Charet, qui était à l'époque à la tête du département politique de l'agence juive, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, de fait, et ensuite, sous Ben Gurion, il était le ministre des Affaires étrangères, penchait également pour la modération envers la population arabe. Okay? C'était des personnes, le flanc gauche du Mapai, okay? le flanc le plus modéré. Cependant, lui aussi, il a exprimé son opinion en juillet 1948 que la fuite arabe offrait une opportunité à cet égard. Nous sommes déterminés à examiner toutes les possibilités pour résoudre une fois pour toutes la question d'une grande minorité arabe qui commence à nous menacer. C'est-à-dire, encore une fois, quelle est la légitimité? Eh bien, c'est pour nous une menace existentielle. C'est-à-dire, c'est très joli, comme le disait Gershom Shalom, d'être humaniste, mais avant d'être humaniste, il faut vivre. Ça, c'est pour Chaim Weizmann. Et pour finir, bien entendu, je ne cite pas des personnes comme Jabotinsky, comme Israël Eldad, comme des personnes comme Yair Stern, etc., etc. Pour eux, c'était une idée qui était beaucoup plus acceptable au niveau moral aussi. Maintenant, et là, je voudrais citer, pour terminer ces citations, une personne qui n'était pas un sioniste, il n'était pas israélien, mais il était juif, vous pouvez voir d'après son nom, vous le connaissez, un penseur, un philosophe, un politologue français, juif français, qui dit la chose suivante, qui est une position du professeur Raymond Aron dans son livre Paix et guerre de 1962. C'est-à-dire, très important, il écrit en 62. Okay? Il n'écrit pas en 68, etc. C'est-à-dire, on voit que ce problème, ce n'est pas comme le disent tous les, enfin, beaucoup de personnes qui ne comprennent rien au conflit. Et, ah, mais si on rend les territoires pris en 1967, alors on ne l'a pas. Par contre, pas y aller. Eh bien, en 1905, eh bien, les problèmes seraient résolus. Non, il écrit en 62. Tous les problèmes étaient là, déjà en 62, bien avant la guerre des 6 jours. Il dit la chose suivante. Les Israéliens et les musulmans palestiniens, les citoyens de l'État, ne sont pas capables de fonder une communauté commune et ne peuvent pas s'établir sur un territoire partagé. On n'a pas les mêmes mœurs, on n'a pas la même religion, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas.
l'un d'eux est condamné à supporter l'injustice. C'est-à-dire pour lui, l'un d'eux est condamné à supporter l'injustice. C'est-à-dire, encore une fois, pourquoi j'ai cité Raymond Aron? Eh bien, pour mettre une, comment dire, une shura tartona, hein, une ligne de conclure ce qu'on vient de dire, c'est que c'est une nécessité, mais qui n'est pas d'ordre moral, qui n'est pas d'ordre de la justice. Hein. Alors, bon, il y a bien entendu beaucoup d'autres questions, mais toutes ces citations, remarquez-le, elles parlent du transfert de l'immigration, soit comme quelque chose qui est accepté par les Arabes, et de ce point, soit c'est quelque chose qui est accepté, qui est désiré, qui n'est pas forcé, soit c'est quelque chose qui est forcé par la nécessité de survie de l'État juif, mais moins que cela, si ce n'est pas une menace pour notre survie, alors on est prêt à le tolérer, on est prêt à le souffrir. Okay? Voilà. Et donc là, on voit qu'il y a véritablement un problème au niveau de la légitimité. כן, אבל תוציא את המים. לא, 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 אין מה, לא להפריע. לא, לא, maintenant, essayons de voir comment est-ce qu'on peut légitimer ça. Comment est-ce qu'on peut légitimer ça? Alors, la première façon de légitimer, c'est de voir Chaverim. Attendez, on n'est pas là dans un jardin d'enfants. On est sur l'échiquier international, politique. Regardez ce qui se passe autour. Regardez ce qui se passe autour. Regardez ce qui se passe pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Regardez ce qui se passe après la Première Guerre mondiale. Regardez ce qui se passe dans les dernières années, maintenant, dans les années 20 du 21e siècle. Allez, allons, on regarde. Hein? Voilà. Alors, voilà quelques exemples. C'est une liste qui est très, très loin d'être exhaustive. Après la Première Guerre mondiale, je cite 2 millions, et c'est des chiffres qui sont pris de plusieurs endroits, etc., mais c'est des chiffres qui sont très, très faciles à obtenir. Qu'il y a chaussures. Après la Première Guerre mondiale, 2 millions de personnes ont été échangées entre la Turquie et la Grèce, de 1922 à 1924. Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, sur la base des accords des Alliés, 8 millions d'Allemands ont été expulsés, ont fui, ont émigré de Pologne et de Tchécoslovaquie. Vous comprenez? Khaberim, c'est exactement le cas dont il est question ici. Vous avez essayé, les Allemands ont essayé de conquérir toute l'Europe, d'exterminer une bonne partie de sa population. 6 millions de Juifs, et puis les populations slaves, les Untermensch, etc., ou les mettre en esclavage. Les premiers qui ont participé, qui ont soutenu cela, eh bien, c'était les Allemands du Sud-Est, les premiers alliés des Allemands de la Wehrmacht, c'était les Allemands qui habitaient sur place, en Tchécoslovaquie, en Pologne, etc., qui leur servaient d'appui. Eh bien, chers camarades, il faut payer le prix de la défaite. La Tchécoslovaquie ne veut pas revenir à Munich 1938. La Pologne ne veut pas revenir au 1er septembre 1939, ça ne marche pas comme ça. Allez, Udrup. Maintenant,
Maintenant, à plus forte raison, pour les Arabes de Gaza, qui, malgré toute l'aide qu'on leur accordait, malgré toute l'autonomie qu'on leur a donnée, qui nous ont fait qui, après cela, nous ont organisé un méga pogrom quand on sait, eh bien, il faut libérer les lieux. Il faut, il faut assumer le prix de la défaite. Il faut assumer le prix de la défaite. Donc c'est pour ça pourquoi je le dis, parce que l'exemple des 8 millions d'Allemands mis à la porte, 8 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est plus de 10% de tous les Allemands qu'il y a. Okay? Donc c'est un prix qui est une de monnaie courante sur la scène internationale. C'est comme ça que ça marche. La politique internationale l'accepte, l'entérine, et prenons d'autres exemples. Lors de la guerre entre l'Inde et le Pakistan en 1947, 15 millions d'hindous, de musulmans et de sikhs ont fui au-delà des lignes frontières. La même année, plus de 400 000 Finlandais ont été expulsés de Russie et se sont réinstallés en Finlande. L'Union soviétique a déplacé environ 6 millions de personnes d'ethnies différentes à l'intérieur de son territoire entre 1930 et 1952, des déportations intérieures. Maintenant, au XXIe siècle, maintenant, près d'1 million de Syriens ont fui leur pays vers le Liban et un autre million vers la Jordanie. Maintenant, sans parler des millions qui sont allés où? En Turquie. Et après la Turquie, où ça? En Europe. Okay? Pour fuir et un autre million vers la Jordanie pendant des années d'instabilité et de combats continus. L'Azerbaïdjan, maintenant on parle même âge de nos jours, a expulsé 100 000 Arméniens de l'enclave du Haut-Karabakh lors de la guerre de 2023 dans le Caucase du Sud. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, en 2022, environ 6 millions d'Ukrainiens ont fui précipitamment vers les pays d'asile, en Hongrie, en Pologne et ailleurs, tandis que 8 millions ont été déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Vous imaginez ça? Et ça, c'est en Europe. Et ça, c'est en Europe, sans parler. Et là, on ne mentionne même pas la Yougoslavie. On ne mentionne pas le Kosovo, la Bosnie, Herzégovine, etc., etc. La guerre en Afghanistan, de nos jours, et le retrait des troupes américaines ont accéléré la fuite de plus de 5 millions de personnes vers l'Iran et le Pakistan. Faverim, dans les dernières années, on parle de dizaines de millions de réfugiés qui ont été forcés de prendre la route. Alors, et ça, c'est des réfugiés qui n'ont pas commencé la guerre, qui n'ont pas forcément été les acolytes des terroristes, qui ne sont pas entrés en deuxième, troisième, quatrième vague dans les kibbutzim pour piller, violer, tuer, prendre ce qui vient. Non, c'est des personnes qui ont été les victimes de la guerre. Donc, à plus forte raison, quand on parle d'une population où jusque-là, on n'a trouvé aucun chassid ou mot haolam. Pas un seul. Contrairement à l'Allemagne nazie, où il y avait des milliers, c'est peu, c'est moins d'1%, bien 0,024%, mais il y avait quand même quelques milliers de personnes qui ont sauvé des juifs. À Gaza, pas un cas d'une personne qui a pris position, qui s'est retenu de frapper un juif, un enfant, une femme, un adulte qui était pris en otage. À plus forte raison,
une telle population qui était partie prenante, corps et âme, au méga-pogrom du 7 octobre, elle doit payer le prix. C'est le minimum du minimum de la justice qui doit être exigée. Et là, il faut voir aussi tout ce que, parce qu'il s'agit, il faut oser le dire, il ne s'agit pas seulement de la population de Gaza. Pardon. Mais il s'agit aussi des Arabes d'Eretz Israël qui sont solidaires, qui s'identifient beaucoup plus à leurs frères ou cousins de Gaza qu'à leurs concitoyens ou voisins en Israël. Une génération palestinienne, une génération palestinienne fière et militante exprime sa colère face à la guerre d'extermination que, selon elle, Tzahal mène à Gaza après les actes de meurtre barbares du 7 octobre 2023. Qui est-ce qui dit ça? Les Arabes de Judée-Samarie, mais aussi les Arabes, beaucoup d'Arabes d'Israël. Le malheur des Arabes, le malheur, Ken, traduction de l'article de Mordechai Nissan. Il est bien connu que des citoyens arabes sont impliqués dans les activités criminelles et subversives. Voici un échantillon non exhaustif, on le sait, des meurtres d'Arabes contre des victimes arabes qui ont atteint 244 en 2023 et un autre similaire en 2024. Des dizaines de milliers d'armes illégales, d'après certaines estimations, des centaines de milliers d'armes illégales dans la communauté arabe, l'existence de cellules terroristes, le meurtre de policiers à Jérusalem et Khader, des projets pour faire exploser le centre commercial d'Azriel et à Tel Aviv, tous les derniers attentats qui ont été à Carrefour, non pas à Carrefour, si à Carrefour, pas à Haïfa, à Carrefour, et avant cela, qui ont été commis par des Arabes israéliens, des activités d'espionnage au profit du Hezbollah, à savoir le Khaver Knesset Azmi Bshara, qui est maintenant commentateur à Al Jazeera et qui vit au Qatar, et l'expression de solidarité avec le Hamas pendant la guerre Haravot Barzel. Un rapport de novembre 2023 a révélé qu'un grand nombre d'Arabes interrogés seraient prêts à quitter Israël et à s'installer dans un pays occidental s'ils obtenaient la citoyenneté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez là les deux éléments. D'un côté, il y a une hostilité très grande à Israël en tant qu'État juif et au peuple juif. Et d'un autre côté, il y a comment dire, une néchonut, un être prêt à quitter pour ils sont prêts à quitter le pays. Une société de sondage a publié les résultats d'une enquête qui a révélé que 72% des Juifs n'ont pas confiance dans les Arabes et que 50% ont observé une intensification de l'hostilité à leur égard. Il ne fait aucun doute que l'impact des événements du 7 octobre s'est étendu du Negev au nord de la Galilée aussi. Okay? Donc, on voit que en Israël aussi, eh bien, les tensions montent. Et là, il faut dire encore une chose très importante. C'est que parmi dans l'OLP, ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, dans les sondages d'opinion, cela fait déjà depuis le début des années 2000 qu'on parle beaucoup plus de la solution à un État que la solution des deux États. Même lorsqu'on voit la pierre d'achoppement des négociations, c'est que Abou Mazen ne voulait jamais parler d'un État juif. Je vous rappelle la déclaration des principes signée en septembre 1993 qui a lancé véritablement les accords d'Oslo. Eh bien là-bas aussi, il n'est pas question d'Israël comme État juif ou État du peuple juif. Pourquoi? Parce que d'après les musulmans, État juif, non, les juifs, c'est une religion, n'ont pas le droit à un État, ce n'est pas une nation.
Et c'est pour ça que même nos, comment dire, nos partenaires à la table de négociation, si on peut appeler ça comme ça, eh bien, ils parlaient de la solution de deux États, mais dont un État serait musulman arabe et un autre État serait pas tout ce que vous voulez sauf un État juif. Avec, bien entendu, le droit du retour, etc. C'est-à-dire qu'il parlait soit d'un État, soit de deux États arabes, soit d'un État arabe. C'est de cela dont il parlait. Il parlait uniquement de cela. Maintenant, en Israël, tout ce temps, on parlait beaucoup plus encore de deux États. Il y avait certes Caroline Glick qui parlait du One State Solution, etc., etc. Mais là, il faut savoir qu'au niveau de la légitimité, eh bien, les deux États, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui ne va pas, comme on dit en yiddish, es passt nicht. Es passt nicht mehr. Cela ne va plus. Maintenant, tout cela, c'est bien entendu sans prendre en considération ceux qui devraient servir de base, ceux qui devraient servir de base à notre retour. Qu'est-ce qui sert de base? Eh bien, c'est la Torah. On peut prendre beaucoup de citations. J'en ai choisi une du Sefer Bamidbar qui dit la chose suivante. C'est du site Mamre qui offre immédiatement la traduction et l'original. Il dit la chose suivante, Dabel bnei Israël v'amarta alehem, ki atem ovrim et hayarden el eretz Knan. Donc oui, c'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple dans le livre Bamidbar. Ve'orashtem et kol yoshvei haaretz mipnechem. Donc on vous aurait chassé devant vous tous les habitants de ce pays. La Torah le dit sans aucun problème moral. Vous anéantirez tous leurs symboles, toutes leurs idoles de métal et ruinerez tous leurs eaux lieux. Ve'orashtem et kol yoshvei haaretz mipnechem. Ve'ibadetem et kol maskiotam. Ve'et kol tzalmei masechotam te'abedu. Ve'et kol bamotam tashmidu. Ve'orashtem et haaretz ve'yashavtem ba. Vous conquérirez ainsi le pays, vous y établirez. Ki lachem natati et haaretz lareshet ota. Car c'est à vous que je donne la titre de position. Veitnachaltem et haaretz veitnachaltem et haaretz begoral lemishpachotechem. לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמית את נחלתו. אל אשר יצא לו, שם הגורל לא יהיה. למטות אבותיכם תתנחלו. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. Or, si vous ne déposséderez pas à votre profit tous les habitants de ce pays, ceux que vous aurez épargnés seront comme des épines dans vos yeux et comme des aiguillons à vos flancs. Ils vous harcèleront sur le territoire que vous occuperez. Et alors, ce que j'ai résolu de leur faire à eux, je le ferai à vous-même. Dernier point, regardez Rashi. Rashi sur Vorashtem et haaretz, ken. Donc voilà, c'est ici. Vorashtem et haaretz. Vous conquérirez ainsi le pays et vous vous y établirez, car c'est à vous que je le donne à titre de possession. Comment Rashi le commente? Vorashtem et haaretz, vorashtem ota mi yoshvea. Vous la conquérirez de ses habitants. Ve'az ve'yashavtem. Et alors vous pourrez en prendre possession. Tuchluli kayemba, et y vivre. Veim lo, et veim lav, et si vous ne les mettez pas à la porte, ken, lo tuchluli kayemba, vous ne pourrez pas y vivre. La Torah dit une chose très très simple. Elle n'est pas politiquement correcte,
Elle n'en a rien à faire de politiquement correct. Et il dit une chose très très simple. Il dit, Chaverim, si vous voulez vivre en paix, eh bien, il faut les mettre à la porte. La paix avec vous-même, la paix avec eux, ça n'a qu'une condition, de les mettre à la porte. C'est la condition. Donc, pour la Torah, pourquoi? Parce que sans cela, il y a une très grande justice qui ne pourra pas avoir lieu sur terre. Et c'est quoi cette très grande justice? Eh bien, c'est très simple, c'est un État juif. Un État de l'Alliance. Et maintenant, pour terminer, ce que dit Rashi, ce que dit Moshe Rabbeinu, ce que dit le livre Bamidbar, le livre de Dvarim, le Chumash, tout le Tanakh, ce qu'il dit, c'est une chose très simple. Chaverim, le problème que vous devez résoudre, ne l'oubliez pas, c'est le problème juif. Ce n'est pas le problème palestinien. Depuis les années 80, depuis les années 90, eh bien, on s'est donné comme but de résoudre le problème palestinien. Mais depuis quand vous vous préoccupez d'autres problèmes, des problèmes des autres? Vous devez résoudre, revenir aux sources. Vous devez revenir aux sources des, du sionisme. Et les sources du sionisme, c'est résoudre le problème juif. Vous pouvez ajouter un autre étage, résoudre le problème juif et le problème de l'alliance, résoudre le problème universel, etc., etc. Vous ne devez pas résoudre le problème palestinien. Du moment que vous vous attelez à la tâche, à la besogne de résoudre un problème qui n'est pas le vôtre, vous devenez otage de ce problème. Vous devenez otage de sa bonne volonté ou de sa mauvaise volonté. Vous devenez otage de ses valeurs, de ses règles du jeu. Vous cessez d'être vous-même. Le peuple juif, depuis qu'il s'est fait poser comme problème la résolution du problème arabe ou du problème palestinien, a un peu cessé d'être soi-même, a un peu cessé d'être juif. Et ça, j'aurais pu le dire peut-être au début, mais vous savez, c'est quelque chose, c'est le même Martin Buber, on revient à Brit Shalom. Dans les années 30, il a dit la chose suivante. Le problème arabe pour les juifs n'est pas un problème arabe. Quoi faire avec les arabes, avec ci, avec ça. Non, non, non. C'est un problème juif. Pourquoi? Parce que ce qui définit notre judaïsme, c'est avant tout notre rapport à l'autre. Et qui est l'autre? Par excellence, eh bien, c'est notre concurrent, notre ennemi. On a été pris au piège. Notre gauche a été prise au piège de cette formule boubérienne. Et finalement, on voit que c'était un piège très, très meurtrier, mais que la réponse véritable à cela, il dit non, non, non. Vouloir résoudre le problème palestinien, c'est prendre le risque de cesser d'être juif. Ad kan. Ok. À Gazaoui, un non monstrueux, oui, 1 sur 1,5 million. Ok. Super, Toda Rabba Eliezer. Magnifique. Merci à vous. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les micros si mon ordinateur marche. Une seconde. Voilà.
C'est bon, vous pouvez ouvrir vos micros. Euh, Oui, Allez-y. Rav, c'est vrai que ce passage de la Torah, il est frappant, mais quand même, c'est bien, bien, bien précisé. Il s'agit à cette époque d'idolâtres. De quoi? D'idolâtres. Et alors, C'est-à-dire non. voilà, à cette époque, euh, le peuple juif a porté euh, une parole de monothéisme. Et bon, c'est dans ce contexte qu'on doit lire ce passage. C'est très clairement dit, même si c'est impressionnant. Bon. vous savez, moi, je vais me donner une certaine liberté. Je ne suis pas rabbin. Je n'ai pas la prétention d'être rabbin. Non, mais enfin, on est face à la Torah, donc On est face à la Torah. Mais vous avez tout à fait raison. Euh, mais je veux répondre à votre question. Il y a un comportement qui peut être d'ordre idolâtre, même si c'est un comportement d'une personne qui se dit appartenir à une religion monothéiste, comme l'islam. Ce comportement, c'est un comportement qui poursuit la mort. Il y a une définition de l'idolâtrie. C'est le culte de la mort, sous ses différentes formes. Et bien, bien, bien beaucoup d'interdits qui ont trait à cela, eh bien, ils ont trait à la mort. Pourquoi est-ce que, par exemple, c'est dangereux, vous avez des choses tout à fait dangereuses d'entrer dans la maison d'un idolâtre, de prendre un idolâtre comme, etc., comme partenaire, de s'asseoir sur le canapé d'un idolâtre. Et là, vous lisez la Gemara, et elle est fascinante. Ouais, ne t'assois pas sur son canapé. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'elle cache dessous son enfant qui est mort, et tu t'es assis, elle va t'accuser d'avoir étouffé son enfant. Mais qui aura des idées pareilles? Quand tu vois qu'il marche dans la rue, etc., eh bien, passe d'un autre côté, de l'autre côté du trottoir. Pourquoi? Parce il ne chérit pas la vie. Je crois qu'on est exactement dans ce cas de figure. C'est des personnes qui, au lieu de nous renvoyer Shiri Bibas, nous envoient une femme gazaoui morte qu'ils sont prêts à nous envoyer rien que pour le plaisir de nous faire du mal et de de nous torturer psychologiquement. C'est-à-dire, c'est une population qui est complètement vouée à la mort et qui est prête à se donner mort. Lorsque vous lisez Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans, eh bien, ils disent, nous, notre force, c'est que nous n'avons pas peur de la mort. Nous désirons la mort. Nous la voulons. Encore une fois, je ne suis pas rabbin, mais je sais que la différence fondamentale entre la foi de la religion et la Avodah Zarah, eh bien, c'est le rapport à la foi c'est le rapport à la vie. Est-ce que tu es une foi de la vie ou est-ce que tu es une foi qui, qui cultive et qui fait le culte de la mort? Je peux poser une question.
Ken. Non, moi, je comprends pas ce que cette dame a voulu dire. À l'époque du J'entends mal, Tanakh, Daniel, je vous entends très mal. attendez. Regarde. Je dis, à l'époque du Tanakh, c'était des idolâtres. Et aujourd'hui, c'est pas peut-être pas des idolâtres dans le sens de Tanakh, mais c'est des gens qui veulent nous tuer, qui veulent nous assassiner, qui veulent nous éliminer. Alors, quel est le problème? Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre quel est le problème. Parce qu'ils sont pas, parce que ce sont des monothéistes, alors on ne doit pas les chasser parce que, mais c'est pire que les idolâtres qui veulent nous éliminer. Alors, quoi? J'arrive pas, j'arrive pas à comprendre. Trop de misère. Pour Boubert, c'est quoi le Boubert, justement, il était pas du tout dans la ligne contre les Arabes. Au contraire, il voulait toujours une coopération avec les Arabes. Bien sûr, bien sûr. Non, 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 c'est ce que je disais. Sa formule, c'était une formule très, très rusée. Dire le problème arabe, c'est en fait un problème juif. C'est-à-dire, la manière dont on se rapporte aux Arabes, ça définit notre judaïsme et notre fidélité à nos valeurs. Parce que nos fidélités, elles sont toujours notre rapport à l'autre. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre que le rapport à l'autre, même si cet autre, eh bien, c'est notre ennemi, qui veut nous détruire et nous mettre à la porte, comme c'était déjà le cas durant de l'époque de Boubert. C'est ce qu'il disait, c'est simplement ce qu'il disait. Ken, Laure. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation extraordinaire. Et j'ai une suggestion, c'est de la faire aussi au ministre de l'Extérieur, le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas ce discours que vous dites, vous? C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand vous avez parlé de l'expulsion, pas de l'expulsion, du transfert de différentes populations, mais toutes ces populations, elles acceptaient de partir, elles voulaient partir. Qu'est-ce qui se passe quand la population elle refuse de quitter l'endroit? Tout d'abord, là, tout d'abord, non, ils ne voulaient pas tous partir. Ils voulaient mais ils comprenaient qu'ils n'avaient pas le choix, que c'était soit vous partez, soit c'était la mort. Ken, les Polonais, les Tchèques, à l'époque, c'était après la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas le grand amour. Ken, maintenant, tout d'abord, là, il faut savoir que même d'après les sondages, les Arabes disent, écoutez, les Arabes de Gaza, ils disent, écoutez, donnez-nous au partir, nous on part. Il y avait des sondages, tout d'abord, il y a des centaines de milliers avant le 7 octobre, qui ont déjà quitté, alors que la frontière était ouverte, il y a des centaines de milliers qui ont quitté. Leurs chiffres sont grandement enflés et exagérés par ceux qui ont intérêt de l'exagérer et de l'enfler. Et maintenant, encore, eh bien, il faut savoir que l'écrasante majorité des Gazaouis, ce n'est pas des autochtones, ce n'est pas des indigènes, c'est des personnes qui sont venues là-bas, soit de Yafo, Ashdod, Majdal, Ashkelon, soit d'Israël, soit de Libye, Égypte et ailleurs, ceux qui étaient là-bas, Mashnikra, original, ceux qui étaient là-bas d'origine, eh bien non, ils ne sont plus là-bas. Ils ne sont plus, ils n'habitent plus maintenant à Gaza. Et ceux qui y habitent, eh bien, ils ont une identité de réfugiés, ils ont une identité de personnes qui n'habitent pas sur leur terre. Et c'est avant tout, ils remplissent le rôle de place d'armes, de tremplin pour conquérir Israël. Ce n'est pas quelque chose, on le voit. Ils les ont eu, leur terre. Depuis Oslo, ils ont tout Gaza à eux. Avec notre gaz, notre électricité, notre eau, etc., etc., notre essence et compagnie. Mais tout le reste, et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, ils nous prouvent par tous les moyens, on ne veut pas notre indépendance. On veut liquider votre indépendance. Donc, à moins d'être masochiste ou sadomasochiste,
נכון. eh bien, la seule solution viable, c'est Udrup, pour leur bien, pour notre bien, bien sûr, mais avant tout pour leur bien. Maintenant, pour cela, et c'était tout le thème de notre cours, il faut être en cohésion avec cela au niveau moral, idéologique. Il faut comprendre que c'est quelque chose de légitime et pas seulement de nécessaire, mais aussi de désirable et de zèle. Maintenant, pourquoi le dire ou ne pas le dire à nos premiers ministres et à nos ministres des Affaires étrangères? Eh bien, je vous dis ce qui change maintenant la politique des ministres des Affaires étrangères. Pourquoi et du gouvernement? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. C'est que 80% de la population israélienne, eh bien, elle supporte cela. 70 ou 80% de la population. Je ne comprends pas là. Je n'ai pas compris votre explication. Il y a, d'après les sondages, près de, je ne me rappelle pas des chiffres exacts, mais environ 70 ou 75 ou 80%, il faut le voir, c'est paru il n'y a pas longtemps, de la population israélienne sont pour la mise à la porte Ok, de la population de Gaza. Ok, Pardon? mais j'entends pas à la radio des mini. Non, non, mais Ah, pas la ouais, radio. pas la Non, radio. non, non, non. À la radio, Mais qui écoute la radio aujourd'hui? Mais qui parle comme Ça qui dépend. parle comme vous à part Ben Gvir? Qui parle comme vous à part Ben Gvir et Trump? C'est-à-dire que bon, c'est une idée extraordinaire. Bon, Aujourd'hui, comment on la concrétise? Comment on la concrétise? C'était ma question. C'est ça. Tout le monde est d'accord. Il y a un groupe de travail maintenant, c'est par un groupe de travail qui planifie cela נכון. dans le gouvernement. Il y a un groupe de travail qui parle de ça, bien sûr. Il s'occupe de cela, de le mettre en œuvre. נכון, סמוטריץ', il a dit aujourd'hui. Maintenant, vous comprenez, donc c'est une chose très, très importante. Maintenant, pourquoi? Parce que, pour finir, l'histoire nous apprend une chose, c'est que tôt ou tard, ça va avoir lieu. Tôt ou tard, c'est ce qui va passer. Pourquoi? Parce que sinon, c'est invivable. Maintenant, la seule question, est-ce que ça va arriver comme résultat l'échatril d'une compréhension qu'on ne peut plus tolérer le risque d'un retour du 7 octobre, ou bien, chas v'shalom, c'est la réalité qui doit nous forcer à réaliser cette chose-là. Zéro. Je peux intervenir? Toda Rabba. Toda. Quelqu'un qui parle? Oui, est-ce que je peux intervenir? Oui. Oui, je C'est vois Abraham qui pas, parle. je vois pas qui parle. Qui? Voilà. Bechavod. À mon sens, Alex. oui, à mon sens, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, à mon sens, la dialectique du transfert ne peut pas se réaliser parce qu'elle est très mal posée, étant donné qu'elle parle non pas d'une population de 2 millions de Gazaouis, mais de 6 à 7 millions si on inclut les Israéliens arabes, musulmans de notre pays et de Judée-Samarie. Or, il y a une dimension morale à laquelle le peuple juif n'est pas habitué et ne mettra certainement pas en marche cette dialectique. Par contre, le problème a été mal posé parce que le problème que nous avons n'est pas avec les Arabes, il est avec les musulmans qui ont une religion qui est impossible à accepter dans un pays non seulement juif mais démocratique. La religion musulmane conduit à la destruction de l'État juif et donc c'est là-dessus que nous devons nous poser et nous pencher. Or, tout le monde a peur d'aborder ce problème, mais l'islam n'est pas une religion que nous devons accepter. Il y a 35 à 50 incompatibilités dans le Coran et dans l'islam wahhabite qui font qu'il est impossible que nous les acceptions parce que ce sont des dimensions haineuses que nous devons supprimer. Ce n'est pas à l'islam, aux musulmans que nous devons demander de nous réformer, c'est à nous à leur imposer un islam apaisé qui détruit complètement, qui abroge, qui expurge, qui enlève toutes les
incitation à la haine, et c'est le droit de l'État d'Israël d'exiger d'un citoyen qu'il n'ait pas une idéologie qui soit contraire à son État. Et ça, c'est notre droit. Ça implique donc un statut différent pour celui qui veut rester chez nous, qui est celui tout simplement du ger toshav. On accepte chez nous un ger toshav, mais on n'accepte pas chez nous un étranger qui veut nous détruire et qui veut nous imposer ses lois. Donc la seule chose que nous avons à faire, c'est de modifier complètement le statut des musulmans qui veulent vivre chez nous. Nous devons leur dire telle et telle condition de cet islam ne peut pas être acceptée chez nous. Vous n'avez pas le droit d'enseigner dans vos écoles, pas le droit d'enseigner dans vos mosquées. Celui qui ne veut pas est libre de partir sans aucune obligation de transfert. À ce moment-là, nous réglons le problème moralement et nous avons réussi à être des gens moraux, être en adéquation avec nous-mêmes et sans passer par des situations qui sont d'abord impossibles à réaliser. Naron. Tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'au niveau moral, ce que vous dites est une question de partir du positif. Maintenant, donc là, je pense que c'est que positionner cela de la manière dont vous le dites, eh bien naturellement, ça donne beaucoup plus de légitimité, ça donne beaucoup plus de force et de bien fondé à cette position, tout à fait d'accord. Le résultat, eh bien, c'est le résultat, il est le même. Je suis tout à fait prêt à d'accord. travailler avec qui vous voulez. Ça fait 40 ans que je travaille sur ce problème. Ça fait très peu de temps que je suis arrivé à une solution pareille. Et il faut absolument qu'on la mette en œuvre parce que les gens ont peur d'aborder un problème qui est religieux, entre guillemets. Nakhon, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu utopique, la vérité. Tout est utopique. C'est l'utopie qui fait avancer l'histoire. Ouais, bah, non, mais je veux te dire, comment on va imposer? On n'arrive même pas à imposer des livres dans les écoles israéliennes. Comment tu veux imposer? Tous les tribunaux qui vont te sauter dessus et qui vont te dire, ils vont faire des bagatelles et les bagatelles, ils vont te dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors, si le peuple n'a pas ce ratson et cette volonté, il va subir encore 250 ans, encore le même problème. C'est une maladie dont on doit guérir comme un chirurgien doit la travailler, ou alors accepter que c'est un cancer incurable. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons les moyens et le peuple doit comprendre que sa survie dépend de cela. Moi, je trouve que tu vois, Alex, le Rav Kahana, ça fait 20 ans, 30 ans, il avait dit ça. Non, le Rav Kahana s'est trompé parce qu'il s'est attaqué aux Arabes. Il ne faut pas s'attaquer aux Arabes, il faut s'attaquer aux musulmans. C'est toute la différence. Mais les Arabes sont musulmans. Non, c'est pas exact. On doit transformer chez nous ceux qui veulent vivre chez nous, ceux qui veulent rester musulmans à la manière où ils habitent, ils ont l'Arabie Saoudite, ils sont pas chez nous. Mais ceux qui veulent vivre chez nous doivent s'adapter à un autre islam apaisé que nous devons leur imposer. Voilà, c'est ça la solution. בכל מקרה, je pense que il faut passer aussi à l'offensive idéologique. Oui, ben oui, c'est et quitter le banc des accusés et prendre le banc des accusateurs et surtout des éducateurs. Prendre le banc des éducateurs, ce n'est pas un monde qui ferme les yeux sur le 7 octobre qui peut nous enseigner, quoi que ce soit au niveau moral. Menachem Begin le disait au sujet de la Shoah, un monde qui a rien fait pour empêcher la Shoah, ce n'est pas celui qui va nous enseigner la morale. Eh bien maintenant, ce n'est pas un monde qui a tout fait pour oublier le 7 octobre qui peut nous dire comment traiter ou comment pas traiter nos problèmes. Et effectivement, pour cela, il faut véritablement passer à l'offensive morale, idéologique, spirituelle, et il faut reprendre des forces à ce niveau.
Il faut se remplir des sentiments de notre bon droit à ce niveau. Et pour cela, eh bien, bon, on sait ce qu'il faut faire, Ken. On sait ce qu'il faut faire. En fait, enfin moi, comme étant né en Algérie, nous aussi, on a subi un transfert. On n'a pas eu le choix. On a été obligé de se séparer. On a fermé la porte, la maison rangée, les lits, le frigidaire. Tout était rangé. On est parti, on n'est jamais revenu. Et là, personne n'a rien dit. C'était normal qu'on quitte l'Algérie. D'accord. Moi aussi, la même chose. Au niveau international, le problème devient actuel à condition que ce soit les Juifs qui puissent en être tenus responsables. Juifs, Israël. Pourquoi? Bon, ça, on revient à la nation face aux Juifs. Pourquoi? Am levada dishkon. Il faut effectivement assumer ce Am levada dishkon, un peuple qui vit à part, ne pas être surpris chaque génération à nouveau, mais aïe, 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 mais on pensait déjà être comme tout le monde. Non, on n'est pas comme tout le monde. Il faut assumer son histoire. Il y a un problème de définition de la morale. Il y a toute une partie des Israéliens qui ont une morale qui est encore galoutique. C'est le cas de Bouber et de Gershom Scholem, de manière caractéristique. Eux, ils étaient contre l'État parce que l'État, c'était violent, je l'avais déjà dit. Mais ce qui est important de voir, c'est que les Juifs, ils s'identifient parce que eux, ils ont été expulsés combien de fois dans l'histoire? Alors, ils s'identifient. Ils ne comprennent pas que c'est fini l'histoire juive. On commence l'histoire des Hébreux. C'est autre chose. D'accord. Il y a beaucoup de travail à faire. En tous les cas, vous savez, pour revenir à Purim. Moi, je fais mes gâteaux de Purim, moi. Le décret de Haman n'a jamais été annulé. Le roi ne peut pas annuler quelque chose, Achashverosh, qui ne peut pas annuler quelque chose qu'il a déjà signé ou qui a été signé par sa bague. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste les forces de défense juives. Remarquez que c'est de cela qu'il s'agit depuis 1 an et demi. Est-ce qu'on a droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce qu'on a droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit de se défendre? Mais ces forces de défense, elles prennent leur source de l'état du peuple, de son unité, et aussi de son état d'esprit et de sa spiritualité. Et de sa spiritualité, de son sens du bien fondé de ses actions. Du bien fondé de ses actions. Mordechai et Esther n'avaient pas seulement le sentiment du bien fondé de ses actions, mais en plus de les publier en tant que document officiel au grand vu, pas seulement des Juifs, mais du monde entier. La Megillat Esther comme document officiel du peuple juif envoyé dans les 127 provinces de l'Empire perse, où il est écrit Ubeshalal lo shalchu et yadam, où il est écrit que, etc., où il est question de la vengeance juive. Il ne faut pas avoir peur de la vengeance juive. Pourquoi? Parce que ce n'est pas devant une vengeance dans le sens communément appréhendé et compris, mais dans le sens de la justice. Il faut payer le prix de ces atrocités, Khaverim. Il faut payer le prix des atrocités. Khaverim. Chez Purim Sameach. Purim Sameach. Purim Sameach. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Toda Rabba. On se revoit la prochaine fois, Bezrat Hashem, on revient à Oslo. Toda Rabba. On ne revient pas à Oslo, on revient